C'est pas un petit truc qu'on a entre 14 et 15 ans et puis c'est toute leur vie. Et quand on a été, ce qui a été mon cas, infirmière à Marseille, on s'aperçoit que quand j'avais affaire à des blessés marseillais, il y avait, je ne sais pas comment on pourrait dire, en italien on dirait kilosa. De quoi demain sera fait? Pour le moment, nous sommes les nomades de la République, on fait notre boulot. Il y a quelque chose de très ragaillardissant. Je ne sais pas quelle impression ça vous fait, et moi je trouve ça ragaillardissant. Non, monsieur, pose des questions. Moi aussi, j'ai vu d'ailleurs grâce à Clémence qui m'a téléphoné, mais j'ai vu l'émission sur Edmond de Charles-Roux, qui est absolument magnifique. Je voudrais bien comment on pourra avoir le DVD, parce que j'ai raté le début. Mais c'est vrai que le récit de votre vie, de votre aventure, c'est tellement... Enfin, moi, j'étais totalement scotché, quoi. C'est tellement extraordinaire de découvrir de Marseille par votre aventure de femme, de journaliste, d'écrivaine, etc. C'est que je suis comme vous, comme tout le monde, j'écoute, vraiment, c'est la campagne Pastré, par exemple. J'ai tellement entendu parler de cette campagne Pastré, de la naissance de Gabriel Dusurgé, de la naissance de... j'ai lu les carnets de Dusurgé, et quand on vous entend en parler, et bien sûr en plus avec les images, c'est absolument... Ça, par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien que vous racontiez. Le rôle par exemple, son rôle résistant, quelle était de la comtesse Pastré, comment elle résistait, comment elle aux occupations, ou comment ça se passait. La comtesse Pastré avait du sang russe. Son grand-père était maréchal d'Empire, Magnan. Et elle a pris, à mon avis, tout le sang russe dans le mariage de Lily Pastré avec le comte Jean Pastré, richissime, assez riche en tout cas, homme d'affaires, brisant le cœur de cette malheureuse jeune fille marseillaise qui ne s'en est jamais remise. Elle avait quand même un mariage qui a duré, elle avait fait 3 enfants, et donc elle était ailleurs. Elle était une véritable illustration de ce que nous disions tout à l'heure. Quant à Montredon, la seule comparaison qu'on puisse faire qui veuille dire quelque chose, la cerisée. Montredon, c'est la cerisée. Il y a la phrase merveilleuse du valet de chambre dans la cerisée qui dit « Ah !» Il entend un bruit dans l'antichambre. Il dit « Ah, c'est notre orchestre juif, nous ne l'avons pas payé. » Et puis, c'est exactement ça. On ne savait jamais combien on était à table en cette période où manger était un problème. Les gens rentraient, les plus grands noms de la musique, Samson François, Clara Askill, des gens de ce niveau-là ont été emballés par cet endroit. Mais on ne savait, ils habitaient Bordeaux. La comtesse Pastré elle-même ne savait pas combien de personnes elle avait à sa table. Tout à coup, on ouvrait une porte, on croyait qu'on rentrait dans sa chambre. Oh, pardon, excusez-moi, parce qu'on ne savait pas même à l'échelon de la direction de la maison qui était là. Donc, il y a le double passage de l'ailleurs. L'ailleurs des gens qui y affluent, des gens qui partent. De nouveau, nous sommes dans ce hiatus, dans ce carrefour. Elle était bouleversante. Elle avait été très belle, et puis son ménage rompu l'avait cassée en deux. Et elle s'est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu ce... Elle a eu le flair, ou plus que ça, de créer une association dont le titre en disait long, puisqu'on était pleinement occupé par les Allemands, et qui s'appelait « Pour que l'esprit vive ». A été une association extrêmement utile à... Elle a redonné à la ville de Marseille un peu de noblesse elle compense pour beaucoup de silence qu'on regrette. Voilà. J'ai dit ça maladroitement. J'avais lu que les officiers allemands venaient parfois au concert et qu'elle leur adressait pas la parole ou qu'elle... Non, c'était pas tout à fait... C'est vrai, pas vrai. On montait pour un seul soir le songe d'une nuit d'été dans le parc. On s'arrangeait pour que la dernière répartie arrive avec la chute du soleil, enfin de la lune plutôt. Et donc, on était en plein dans cette pièce qui était à la fois, disons, aidée
par la comtesse Patzray, au point de vue financier, elle donnait absolument tout l'argent. Et elle était indescriptible. C'est une femme... Imaginez des grands bourgeois extrêmement riches, très sympathiques, comme ça, qui étaient les Pastré, et qui ont une fille. Et ma mère, qui a aussi une fille, qui est moi. Les deux filles étant les meilleures amies du monde. La guerre éclate. Quelle a été leur réaction? Elles sont, elle et moi, c'est-à-dire Nadia, mon amie russe, et moi, elles prennent une voiture qui leur est prêtée par la comtesse Pastré. Elles utilisent leur permis de conduire qui a 8 jours d'âge. On leur dit où allez-vous? Elles répondent au front. Et elles se retrouvent à Verdun. Moi je dis c'est une famille formidable. Et nous avons traversé la France et nous sommes arrivés jusqu'à Bras-sur-Meuse, qui était Génicourt-sur-Meuse et Bras-sur-Meuse, qui était carrément le front. De temps en temps, on recevait des coups de téléphone de nos parents pour savoir si tout allait bien, alors qu'on commençait cette abominable page. Et donc, j'en reviens à la pièce et à cette merveilleuse pièce. Et on se rend compte que, au fond, c'était une façon de vengeance. On ne pouvait rien contre les Allemands. On va aller leur faire une pièce du tonnerre de Dieu. Naturellement, il y a eu énormément de monde, et j'en arrive à la visite que vous dites. Bien entendu, tout ça était un peu long, parce que c'était entièrement du théâtre amateur, mais il y avait quand même Christian Bérard pour faire les costumes et les décors, Corneau pour faire les éclairages, donc très très bon metteur en scène de la Comédie Française, donc c'était quand même cristallisé, mais enfin, on sentait, donc les gens s'asseyaient, on commençait la pièce, il n'y avait pas de rideau, puisqu'on jouait en plein air, et on allait commencer quand on a vu arriver un Allemand en uniforme, qui n'était pas autre que M. le comte de Thun, nazi à tout casser, et qui a vu une chaise vide au premier rang, l'a prise et a accepté. Et je me suis dit, Lily était quand même à peu près 80% des acteurs, des comédiens, des musiciens, des chanteurs comme George Gain, étaient juifs. Et elle a immédiatement imaginé qu'il venait tout simplement faire lui-même un travail qu'on donne plutôt en général à des conseillers, et qui est de dire « Monsieur Untel était là, Monsieur Untel était là ». Donc ça a été un choc. Et on a continué à jouer jusqu'au bout. Et l'idée de la pièce, qu'on surajoutait à la pièce, c'était que quand c'est fini, on brûlait tout. On brûlait les costumes, c'était juste une chose pour une nuit. Idée extraordinaire. Donc c'est ce qu'on peut raconter brièvement de ce qui sera d'ici très peu de temps des passages importants de livres commandés pour faire de Marseille une capitale culturelle en 2013. Donc on sent que tout ça, on n'en parle pas trop, mais il y a au moins 3 ou 4 journalistes et écrivains qui sont déjà au travail. À propos de partir, il y a quand même un départ aussi pour toi. Pardon ? Tu es parti aussi parce que c'est ton épisode de résistance très jeune. Donc, tu es infirmière, donc tu conduis l'ambulance, et à un moment donné, je crois que ça vaut la peine d'en parler. À un moment donné, on te fait faire un transport, qui n'était pas des blessés, qui n'était pas des malades. Donc, sans te le dire, on te met des caisses à l'intérieur de l'ambulance. Et longtemps après, on te dira que dans ces caisses, il y avait des armes. Oui, c'est Marcenac qui a découvert. C'était Jean Marcenac. Et que ceux qui te faisaient transporter ces caisses, c'était des gens de la Moy, des FTP Moy, donc des étrangers. Bon, et c'est à la suite de ça, quand même, que tu te retrouves secrétaire du général de Tassigny, et tu fais toute la campagne derrière. Là, il y a un départ pour toi aussi. Très jeune dans cette résistance infirmière, et ensuite qui t'entraîne sur le chemin, disons, de la campagne jusque... Donc tu as été dans Ré et Danube avec de la de Tassigny. Bon, sans raconter tous tes exploits, est-ce que là, il y a un départ aussi qui s'est fait pour toi? Alors, il y a quelque chose de très marseillais, c'est que j'étais une infirmière, qui a été une infirmière du premier degré,
qui donc allait présenter un examen pour devenir infirmière, alors que normalement, en temps de paix, c'était 3 ans d'études. Donc au lieu de faire 3 ans d'études, je n'en faisais qu'un. J'étais étudiante infirmière à Marseille. Et j'avais donc une allocation d'essence donnée par la Croix-Rouge française. Pas vous dire, ça n'a pas passé inaperçu. Et là, mes grands-parents avaient une maison aux environs de Marseille, dans une banlieue qui s'appelle Le Caveau, et qui était un nom absolument merveilleux. Et donc, je couchais chez mes grands-parents, j'allais très tôt le matin, à 6h moins le quart, jusque sur le Vieux-Port, et puis sur la Vieille Charité. Et puis, ma vie s'est organisée comme ça. Puis un jour, vers 6h du soir, il y a eu le concierge qui s'appelait Mélingrin, c'est tellement provençal déjà. Mélingrin me dit avec un fort accent, « Eh bien, madame, cessez de faire des notes, il y a des messieurs qui parlent aucune langue. » Je ne pensais parler aucune langue, effectivement, ils ne parlaient aucune langue. Et on leur sortait quelques phrases, tantôt en italien, tantôt en espagnol, et ils ressortaient qu'ils avaient besoin de faire un transport. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ils ne feraient pas un transport? Et donc, ils sont arrivés avec des caisses, pas avec des cartons. Et moi, je ne savais pas, je l'ai su que longtemps après, que ça ne pouvait être que la Moye, parce que c'était eux. C'était des gens en acier trempé, des gens extraordinaires. J'ai fait du transport pour eux pendant quelque chose comme 5-6 mois, jusqu'au jour où mon grand-père m'a dit qu'il l'avait compris, que je faisais du transport. Et il m'a dit cette phrase extraordinaire pour un homme âgé, parlant à sa petite fille. Il m'a dit, tu sais, si tu te fais prendre, c'est la mort. Et je trouve que ça résume une certaine beauté, grandeur et catastrophe de la bourgeoisie. La bourgeoisie était quand même capable de ça. On ne pourra pas me faire dire le contraire. Ce que je regrette, c'est que ceux qui avaient vraiment les moyens de faire une résistance avec des armes et des transports d'armes, etc., c'était la bourgeoisie marseillaise qui ne s'est pas bougée, comme on dit à Marseille. Tu ne te bouges pas. Et c'est de là de Tassigny, c'est lui que vous appeliez mon prince? Ah, comment est-ce que vous savez ça? Ben, devinez. Mais comment vous savez ça? C'est nulle part. Je l'ai entendu l'autre nuit en regardant la télévision. J'ai trouvé ça merveilleux. Et il faut raconter ça aux gens. Vous voulez dire que quand il voulait me faire couper les cheveux? Vous l'appeliez mon prince? Oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'il. Mais pourquoi? Parce que vous aviez le livre, vous aviez... Oui, oui c'était... Il y avait déjà à l'époque, on s'occupait de communication, c'était le 2e bureau. Et dans ce bureau, j'avais un travail qui me passionnait. Et mon patron était le colonel Prince Murat, époux d'une américaine très riche, type assez marrant. Et moi, je n'avais emporté, vous savez, on ne pouvait pas emporter des bagages pour la guerre. Alors, nous avions vraiment presque rien. En particulier, on n'avait pas le droit de transporter des bouquins. Et moi, je n'avais qu'un livre. Je l'ai gardé pour toute la campagne. C'était Guerre et paix de Tolstoï, qui pour moi est un chef-d'œuvre incommensurable. Si vous en parlerez, vous le trouveriez demain matin au petit déjeuner, tellement je suis prolixe, donc je ne veux pas. Mais ce que je sais, c'est que Tolstoï m'avait littéralement tapé sur la tête. Et dans les livres de Tolstoï, les gens se parlaient en se donnant leur titre. On dit le comte Pierre, par là, on ne donne pas le nom de famille, mais le comte Pierre est là. Et moi, j'avais vu que le prince Murat, au fond, j'aurais pu l'appeler mon prince. Alors je me suis mis, je lui ai dit, oui, mon prince. Non, mon prince. Certainement, mon prince. Alors à la fois, il s'est dit, vous ne pourriez pas m'appeler mon colonel comme tout le monde.